je m'appelle Mariana. Ça fait bientôt, non, déjà 8 ans que je travaille pour Caravani. Vous allez comprendre avec mon accent que je viens d'un pays en Amérique latine. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de mon pays natal, mais je viens du Mexique. Puis ça fait aussi 8 ans que je suis au Québec. Donc, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir être un peu la responsable de plusieurs voyages en Amérique du Sud. Donc, quand on parle d'être responsable, ça veut dire aussi que tu es un peu spécialiste, un peu guide, un peu tout. Donc, on a l'opportunité, j'ai l'opportunité en fait de pouvoir parler beaucoup avec nos amis du Pérou, nos amis de l'Équateur, de la Bolivie. Donc, on est vraiment en contact direct avec l'équipe locale. On touche un peu à tout. On crée des itinéraires, on fait la vente, on va sur les terrains. Donc, voilà la petite introduction pour moi. Puis, c'est ça avec moi. J'ai une collègue que j'apprécie beaucoup. Puis, c'est elle qui aussi m'a beaucoup appris de notre voyage en Amérique du Sud. Donc, j'ai le plaisir qu'elle puisse être disponible ce soir pour être avec nous. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas mexicaine. J'ai un petit penchant pour le Chili. J'ai travaillé longtemps en Patagonie. Fait que ce soir, Mariana va vous en parler un petit peu dans les destinations qu'elle va aborder. Fait que moi, c'est Marie-Josée. Je travaille chez Caravanier depuis presque une vingtaine d'années. J'étais beaucoup les premières années, la première dizaine d'années, beaucoup comme guide sur le terrain, justement comme en Amérique du Sud, entre autres, Patagonie, Équateur, Pérou. Puis au fil des années, j'ai guidé d'autres destinations aussi. Fait que je vais être là, je suis vraiment en appui à Mariana ce soir là, pour lui permettre de prendre une petite gorgée d'eau une fois de temps en temps, répondre à vos questions aussi là, que vous pourrez poser là, dans le bas de l'écran là, sur le Q&R. Puis rajouter mon petit grain de sel là, quand c'est le temps. Donc, je redonne la parole à Mariana. Bon, merci. Donc là, vous savez, en sondage, c'est super apprécié si vous pouvez répondre. Puis entre-temps, je veux faire un partage d'écran. Oh. Juste un instant, c'est pas long, ça arrive. Moi, la technologie, des fois, n'est pas les meilleurs amis. OK. Je vais continuer à chercher mon PowerPoint. C'est vraiment étrange, je ne vois pas mon PowerPoint. Un petit souci technologique, mais j'arrive. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je vais fermer peut-être un peu plus des choses pour pouvoir voir mon écran. Si je peux t'aider, Mariana, tu me dis. Je pense que je l'ai eu. Là, tu l'as? J'avais comme trop de choses d'ouvertes, donc là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Il manque juste faire comme le diaporama, comme en format diaporama. C'est bon? Là, on voit ton écran à toi, là, comme ton écran de travail. OK, là, je l'ai. Puis maintenant. C'est parfait, c'est bon. Merci. Donc, petit souci technologique. L'avantage et le désavantage d'être en virtuel. Alors, je vous parle, comme je disais, de l'Amérique du Sud. En petite image, juste pour bien vous situer, on va parler un peu de la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, le Chili. Donc, on va être vraiment beaucoup, on va voyager plus côté Pacifique. On voit bien ici la Cordillère des Andes. Puis,
c'est là qu'on a la plupart de notre voyage de trek. Donc, je voulais juste un peu vous situer, j'aime beaucoup les cartes. On voit ici au milieu un petit lac, un grand lac. Vous pouvez deviner que les lacs qu'on peut voir d'ici loin, ça doit être un grand lac. Donc, je vous dis tout de suite la réponse, c'est les lacs Titicaca. Donc, les lacs Titicaca, on va voir la Bolivie et le Pérou, c'est ici qui va être notre frontière. Alors, je commence par la Colombie. La Colombie, c'est un voyage qu'on va vraiment plus vers le sud. On arrive à Bogota. Puis après, on a décidé de faire un beau voyage autour de la région du café, donc dans le Parque de los Nevados. C'est un endroit qui était pendant longtemps un peu moins visité. Aujourd'hui, ça commence tranquillement à avoir de l'infrastructure justement, puis pour recevoir le tourisme. Puis on est dans une zone un peu, on pourrait appeler les centres tropicales. On va voir dans les photos, on arrive à Salento, à Pereira on atterrit, mais après on va directement à Salento. C'est une petite ville super charmante. On est déjà on pourrait dire déjà dans la zone cafetière. Donc c'est vraiment, comme la photo est, c'est tous les petits villages avec bien colorés. On pourrait dire que c'est assez comme dans les pueblos mágicos au Mexique, donc bien charmante. C'est là qu'on commence notre première journée. Puis après, on commence tranquillement l'acclimatation. On commence déjà en altitude. La Colombie, justement, son arbre du pays, c'est la palma des Cera, donc la palmier du cire. Puis ici, c'est la région qu'on va pouvoir apprécier ces sortes de palmiers. Donc, c'est connu pour cette palmier, cette région. Donc, on va visiter les parcs où il y a plus de concentration et après, on va aller marcher pour apprécier une autre végétation. Donc, vous voyez ici, les premières photos que je vais vous montrer sont très vertes, sont très plus tropicales. On est en basse altitude, puis tranquillement, on commence à monter en altitude. Là, on voit plus une autre sorte d'écosystème. Les premiers jours de cette randonnée peut être assez, il y a quand même beaucoup de dénivelé, mais une fois qu'on est un peu plus dans les plateaux, on commence des belles randonnées. On va d'une finca à l'autre finca. Finca, ça veut dire des petites fermes de montagne. Donc, c'est des fincas très rustiques, mais qui nous permettent déjà d'avoir un petit abri pour notre dodo. Les dodos se passent beaucoup en camping, mais on a l'opportunité justement de voir encore la façon de vivre des gens qui habitent là-bas depuis des années, qui aujourd'hui, justement, c'est souvent des personnes un peu plus âgées qui ont décidé de garder sa ferme, puis accueillir un peu le tourisme pour compenser un peu l'économie. Donc, on est des paysages vraiment beaucoup des lacs d'altitude. On va dormir autour d'un lac qui s'appelle le lac Otun. C'est comme le lac plus haut de la région. Puis, on va pouvoir dormir dans ces rives. Donc, c'est vraiment des paysages des paramo, des hauts plateaux. C'est vraiment joli. Il y a un peu fréquenté, mais c'est pas encore comme des paysages ou des randonnées très, très, très connues comme dans le nord de la Colombie. Donc, on peut voir qu'on est encore dans des endroits très sauvages qu'on va pouvoir apprécier quand on va faire notre randonnée. C'est là que je vous ai parlé tantôt. Donc, c'est un voyage qui vous permet de découvrir des fincas traditionnelles, donc des fermes de montagne. On a c'est en bonne altitude, mais on a une bonne acclimatation. Après, on a l'opportunité aussi de dormir dans une finca de café très charmante, à faire une petite randonnée aussi dans un parc autour de Manizales. Donc, on est vraiment dans une petite découverte avec un trek de 5 jours autour de Los Nevados. Quand je parlais des fincas, c'est vraiment rustique. Je voulais vous montrer un peu un exemple. Donc, c'est vraiment des endroits dans la montagne très éloignés. Les gens, pour avoir justement la nourriture ou autre, il faut avoir des chevaux ou des animaux de compagnie. Puis là, nous, on monte à pied, puis on va vraiment d'une finca à l'autre finca. Donc, c'est vraiment un très beau pays. On peut y aller dans cette région et bien profiter de la randonnée entre décembre et février. C'est pour ça que souvent on affiche des dates en janvier. Puis on a aussi une petite fenêtre en juillet. Donc, le prochain départ, justement, c'est en juillet.
Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller découvrir un pays qui est fascinant, très, très varié, les gens sont hyper charmantes, beaucoup, beaucoup de fruits. On est vraiment dans la découverte d'un pays qui commence à s'ouvrir au tourisme, qui pendant des années était malheureusement, il y avait une très mauvaise réputation, mais aujourd'hui, on peut aller en toute sécurité, surtout dans ce secteur, puis découvrir encore des paysages un peu sauvages avec des gens hyper accueillants qui commencent à recevoir les touristes puis à trouver ça comme une façon aussi de vivre. Donc, voilà pour la Colombie. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions pour la Colombie, ça pourrait être un bon moment pour y poser des questions pendant qu'on transite déjà sur un autre voyage, un autre pays, pardon, et d'autres voyages également. Donc là, j'aimerais vous parler de l'Équateur. Puis, je ne veux pas parler de l'Équateur sans parler d'un personnage qui s'appelle Ivan. Donc, j'aimerais beaucoup que Marie-Josée nous présente un peu Ivan. C'est elle qui m'a présenté Ivan, donc moi, j'aimerais bien qu'elle vous présente Ivan. Comment décrire la bête? Non, on le taquine. Là. Ivan, c'est un très, très bon ami. Je le considère comme partie de ma famille. Moi, j'ai rencontré Ivan, je crois que c'était comme en 2005 là, ou 2006, la première fois que je suis allée guider en Équateur. C'est un Équatorien de la région d'Otavalo, donc dans le nord du pays, là, vers la Colombie. Ivan, il guide nos voyages depuis déjà un petit peu plus longtemps là, que 2005 ou 2006. C'était déjà notre guide depuis quelques années. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une formation en agronomie, qui a une passion énorme là, pour l'Équateur, qui est le plus beau pays de toute l'Amérique du Sud. Non, à en écouter Ivan, mais c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a une facilité à transmettre ce qu'il aime, puis qui le fait vraiment très bien, avec beaucoup d'enthousiasme. Qui amène une belle couleur, je trouve, à nos voyages, puis qui a réussi à bâtir comme tout un réseau de gens chez qui on est souvent hébergés selon les itinéraires, que Mariana va vous parler un petit peu. Mais ce petit réseau de gens qu'on rencontre sur les voyages en Équateur, je trouve qu'il ajoute beaucoup, beaucoup à la découverte du pays comme tel. Fait que c'est vraiment une petite touche particulière là, qu'on a sur les voyages en Équateur, de les faire avec Ivan. Qui a appris le français avec nos groupes, fait que c'est lui qui vous guide là, du début à la fin du voyage. Il parle très bien français, anglais aussi, là, et espagnol, évidemment. Donc, c'est un guide hors de l'ordinaire, puis hors du commun là, à plein de niveaux, mais qui est vraiment exceptionnel aussi, qui travaille vraiment très, très bien. Donc, voilà pour ma présentation d'Ivan. Merci Marie. Donc, c'est ça, Ivan. Si vous allez en Équateur, c'est sûr que vous allez faire les voyages avec Ivan. Donc, dans notre différentes formules, différents forfaits, différents pays. On a là en Équateur, c'est Ivan qui est votre guide. En Colombie, ça va être un guide qui vous accompagne d'ici, du Québec. Mais en Ivan, on fait confiance. Puis il est un vrai guide caravanier, sauf qu'il habite en Équateur. Donc vous allez passer un très beau séjour avec lui, c'est sûr. Donc Ivan, c'est sûr qu'il est il va vous présenter son pays, donc vous allez découvrir son pays à travers ces lieux. Puis là, je vais vous présenter un voyage que j'aime beaucoup. C'est un voyage qui, à mon avis, c'est très complet. Un voyage de 16 jours où vous allez justement apprécier la diversité de l'Équateur. Vous allez voir des volcans, des glaciers, des forêts, les paramos, toutes les vallées andines. Donc, c'est vraiment un voyage très complet, un voyage randonnée. Puis, le grand avantage de ce voyage, c'est qu'on n'a pas de camping. Donc, on appelle aussi notre voyage Dolce Vita. Dolce Vita, c'est quand on n'a pas de camping. Donc, on essaie justement la plupart du temps, dormir 2 nuits consécutives dans chaque hébergement, de faire des treks de 2-3 jours. Donc, on est dans une formule vraiment assez confortable. On va juste transporter notre sac de jour. Le reste est transporté dans le véhicule qui est privé. Donc, tous les voyages, on les fait en véhicule privé avec un chauffeur. Donc, on peut plus tranquillement nos affaires à l'intérieur du véhicule ou dans les auberges pendant qu'on fait notre randonnée. Donc, des auberges aussi, on essaie toujours de trouver chez Caravani des auberges, pas des hautes gammes, pas non plus des hôtels
des chaînes, c'est vraiment des petites auberges locaux. On essaie d'encourager justement des familles locales aussi. Donc, des fois, on peut aller chez l'habitant, comme c'est le cas de l'Équateur. On va souvent à San Clemente chez nos amis Manuel et sa fille Laurita. Puis on est vraiment dans une petite cabane aussi très charmante. Donc, des fois, ça peut être très rustique comme la Colombie, où on peut trouver, si les pays nous permettent, une infrastructure un peu comme celle-ci. Donc, ces voyages, évidemment, on a le temps aussi de profiter des prendre un verre dans la terrasse ou jouer à un jeu de société comme la photo nous montre. Donc, dans ces voyages, on arrive à Otavalo, on arrive à Quito, mais après, on veut bien faire une petite immersion déjà directe dans la culture et les folklores de l'Équateur. Donc, il n'y a rien de mieux que visiter les marchés d'Otavalo. C'est vraiment un bon début. On essaie toujours que le début de notre voyage soit assez comme tranquille, qu'on commence tranquillement l'immersion dans les pays. Donc, Otavalo nous le permet. En plus, c'est l'endroit où il va vite, puis c'est proche des endroits qu'on aimerait commencer l'acclimatation. Encore une fois, on est dans les montagnes, donc c'est important pour nous, puis ça, on va toujours tenir en compte cet aspect. Donc, l'acclimatation, on va toujours la tenir en compte dans les itinéraires, puis on a beaucoup travaillé avec Ivan pour justement avoir une très bonne acclimatation dans ce voyage. Donc, première journée d'acclimatation, peut-être là, je voulais mettre une belle photo de l'Imbabura. Peut-être c'est la montagne qui a un peu plus de niveau difficile, 1000 mètres de dénivelé avec une petite ascension au sommet, un tout petit peu technique, mais cependant, toutes les restes, c'est vraiment avec un sentier plus ou moins bien marqué. Donc, c'est sûr que pour faire ce voyage, pour bien l'apprécier, il faut avoir l'habitude de faire la randonnée plusieurs jours consécutifs. Cependant, le fait qu'on n'a pas de camping et on peut avoir accès à une bonne douche chaude puis un bon lit, ça aide énormément à avoir assez d'énergie pour continuer les lendemains. Donc, plusieurs randonnées par jour. On fait plus ou moins 12 jours de randonnée pendant le voyage. On fait vraiment une très belle visite du nord du pays, donc la lagune de Quicocha, entre autres. Puis après, on va, comme j'ai parlé d'Emmanuel, voici une photo d'Emmanuel. On va à San Clemente. San Clemente, c'est un petit village, une petite communauté où on établit une belle relation. Donc là, Manuel, il est une personne super généreuse. Il est super généreux. Il nous fait toujours un peu la visite de son petit jardin. On apprend énormément avec lui. Il connaît beaucoup des plantes. Il connaît aussi, il garde encore beaucoup ses traditions, les plantes médicinales et autres. Donc, c'est une partie culturelle qu'on va beaucoup apprécier, c'est sûr, dans le voyage. Voici encore Manuel qui nous fait des démonstrations de comment il travaille la terre. Donc, c'est vraiment un beau mélange d'apprendre de la culture, apprendre faire des belles randonnées dans des endroits avec des écosystèmes des fois différents. On est dans l'avenue du volcan, donc évidemment, on va trouver très souvent des belles vues des différents volcans. Puis dans ces voyages, en fait, aussi, on voulait vous faire découvrir un peu les volcans sans avoir besoin de faire des ascensions. C'est-à-dire, on va aller dans le Cotopaxi, que c'est le deuxième volcan plus haut de l'Équateur, comme au Chimborazo, mais l'idée, que c'est le plus haut du pays, mais l'idée, c'est pas faire l'ascension, on trouve des refuges, on va pouvoir faire la randonnée, on va pouvoir marcher, rencontrer une autre sorte d'écosystèmes, des terrains aussi, s'approcher peut-être de glaciers qui sont toujours plus ou moins 5000 mètres, puis descendre. Donc, c'est parfait pour les gens qui décident d'aller voir ou trouver cette expérience sans avoir besoin d'aspects plus techniques, de l'alpinisme, des matériaux techniques, de plusieurs d'endurance pendant les ascensions. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bon aperçu du pays, des belles randonnées qu'on peut faire au pays. Fait 3 jours autour des lacs Quilotoa, 3 jours complets dans notre communauté qui s'appelle Piñan. Donc, énormément de culture, énormément de randonnées, puis dans un confort quand même assez unique.
Marie, est-ce que tu veux nous parler rapidement des 12 autres voyages qu'on a en Équateur? Oui, donc celui-ci, en fait, puis là, tu me corrigeras, Mariana, parce qu'il y a peut-être eu des petits changements là, dernièrement que je suis moins au courant, mais le voyage, l'aventure des volcans à la jungle, c'est un voyage au départ qu'on avait créé plus pour les familles, mais finalement, on a comme, tu sais, toutes sortes de gens qui s'inscrivent et pas forcément des familles. Fait que c'est un voyage de 10 jours, si je ne me trompe pas, puis là, je te regarde du coin de l'œil. Donc, une dizaine de jours à partir de Montréal. C'était comme on le voulait. Le voyage que Mariana vous a parlé, l'Avenue des Volcans, c'est vraiment un voyage de rando. On marche tous les jours. Puis là, sur celui-ci, on voulait, c'était un petit peu plus touche à tout. Fait que, tu sais, il y a comme un petit peu de vélo de montagne qui s'adresse vraiment à tout le monde, mais qui est comme sur une ancienne route qui descend vers le bassin là, de la jungle amazonienne, qui va voir des magnifiques cascades. Il y a une tyrolienne qu'on peut faire. Il y a de l'observation d'oiseaux. Il y a, tu sais, la plupart des déplacements, tu sais, comme les activités durant la journée, il y a presque toujours de la randonnée. Mais c'était comme un petit peu plus un mélange d'activités. Il y a du rafting aussi sur ce voyage-là à la fin. Puis contrairement à l'Avenue des Volcans, qui est vraiment qui se passe au complet dans la partie montagneuse, donc dans la vallée centrale de l'Équateur, qui est comme vraiment le cœur de la cordillère des Andes. Sur le voyage de 10 jours, mais on fait comme une partie dans la cordillère, des endroits que Mariana vous a mentionnés. On va chez Manuel, entre autres, tout ça. On visite une petite culture de café. Puis on va terminer le voyage par la jungle amazonienne. Puis le faire en rafting, c'était juste comme une belle façon de terminer. Quand on est sur la rivière, on est en pleine jungle, mais la rivière fait qu'on a comme une petite ouverture dans la jungle pour voir un peu mieux les oiseaux, pour voir la faune aussi. Fait que c'est sportif, c'est vraiment, c'est des belles rivières sportives. C'est pas nécessairement toujours la même, mais c'est toujours dans la même région, là. Puis en fonction des niveaux d'eau, on va terminer par cette journée-là de rafting, mais ça donne une super belle occasion de voir des papillons, de voir des oiseaux aussi, là, puis d'entendre les sons de la jungle tout en étant dans l'eau, en fait. Puis on passe une dernière nuit là avant de rentrer vers la cordillère, là, puis terminer le voyage. Fait que c'est juste comme un voyage plus court, vraiment touche à tout, plus d'activités différentes, des randos plus courtes aussi. Puis comme le voyage l'Avenue des Volcans, c'est un voyage sur lequel il n'y a pas de nuit sous tente non plus, là, donc tout en auberge. Puis celui-ci, ben, c'est un voyage vraiment plus de haute montagne. Mariana, je ne me rappelle pas quand tu m'as dit qu'il y avait la conférence. Il y a une conférence à venir là, prochainement sur les voyages de montagne. Fait qu'on vous en parle vraiment rapidement ce soir de celui-là, parce qu'il va en être question plus longuement là, bientôt dans une autre conférence. Fait que c'est un voyage où l'objectif est vraiment de faire l'ascension du Cotopaxi. On fait l'ascension du volcan Cayambe aussi, qui est le 3e plus haut sommet du pays, juste avant d'aller faire le Cotopaxi. Puis toute la partie acclimatation, les premières journées pour se mettre en jambes, ça reprend beaucoup des endroits sur lesquels on va dans le voyage Avenue des Volcans, donc dans le voyage de trek. Donc, on va aller à San Clemente. Mariana vous parlait du volcan Imbabura qu'on fait sur le trek Avenue des Volcans. Fait que c'est toutes des randos qui vont faire partie de notre acclimatation. Gagner de l'altitude, que le corps s'acclimate bien. Après ça, là, de mémoire, c'est autour de la 10e journée, on va se retrouver au volcan Cayambe. On dort en refuge aussi pour ces 2 ascensions-là. Donc, nuit en refuge. Au Cayambe, on va aller pratiquer les manœuvres de base sur glacier. Donc, ce n'est pas un voyage sur lequel on vous demande d'avoir comme une expérience préalable technique pour marcher en cordée, marcher avec les crampons, mais vous devez avoir comme une bonne condition physique, avoir envie de ces défis-là. C'est des ascensions qui se font de nuit aussi. Là. On les commence de nuit, on arrive au sommet habituellement au lever de soleil, puis on redescend pour être sorti du glacier en fin de matinée. Donc, c'est comme un autre type de voyage que les voyages dont on vous parle aujourd'hui qui sont plus de randonnée. Mais si jamais ça vous intéresse, là, il y a une conférence à venir bientôt là, sur ce voyage-là. C'est comme un très, très beau défi là, qui rend, comme je dirais, la haute montagne accessible là, à des gens qui sont en bonne forme, qui ont fait beaucoup de rando, puis qui auraient envie de juste se pousser un petit peu plus loin, là, puis de voir le pays autrement aussi. Merci. Je vois qu'il y a des questions déjà.
Pour le voyage Équateur 10 jours, est-ce qu'il y a une acclimatation? Oui. Dans tout notre voyage, il y a vraiment une acclimatation. Comme je disais, c'est vraiment, on pense tout notre voyage quand on va dans les pays où on sait qu'on va être face à l'altitude, on y pense à justement aller progressivement à l'altitude où on fait dodo surtout. Donc, on a des belles on a l'opportunité de faire l'acclimatation avant d'aller dans les, justement, au refuge de Cotopaxi ou dans les voyages de 10 jours. Juste pour vous dire un peu, dans la Colombie, je vais vous parler un peu de la saison dans laquelle on y va. Pour l'Équateur, c'est un pays qui nous permet d'aller presque toute l'année longue. Donc, on a plusieurs départs des janvier au décembre. Ça dépend du voyage aussi, mais vous pouvez toujours me contacter à celui de 10 jours en avril. On a un départ déjà confirmé. On commence à avoir un départ confirmé pour mai, les voyages de trek. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Pour les Cotopaxi, normalement, on va l'été, puis l'hiver. Je ne me rappelle pas trop les dates, mais il me semble qu'il y a un départ en juillet, puis il va y avoir sûrement un départ en janvier. Donc, si jamais vous voulez l'Équateur, en fait, juste encore pour fermer, c'est un petit pays qui vous permet de justement, dans très peu de temps, c'est pour ça qu'on est à l'aise avec les 10 jours. C'est maintenant, on veut toujours faire de plus longs séjours, mais c'est un pays qui est tellement petit, varié, que dans même 10 jours, tu vois énormément de choses, beaucoup d'écosystèmes. Que par exemple, maintenant, je vous parle de la Bolivie. C'est un pays qui nous permet de faire dans peu de temps beaucoup moins de diversité. Un peu, on peut pas tout voir. Là, ça implique énormément de routes, énormément ou prendre des avions. Des fois, c'est même pas évident. Il faut passer une nuit, je sais pas où, pour pouvoir se rendre au sud. Donc, chaque pays a sa particularité. L'Équateur, ça permet, avec la formule qu'on a, avec l'équipe qu'on a, de visiter beaucoup de pays dans peu de temps, pendant que la Bolivie n'est pas dans cette situation. Donc, la Bolivie, on a 2 voyages. Là, je vous parle de mon voyage préféré. C'est le voyage Apollo Bamba. C'est un voyage vraiment pour les gens qui aiment bien les longs treks en haute altitude, donc ceux qui ont déjà fait l'ADAC ou qui entre autres, mais qui rêvent de cette sorte de paysage un peu de haute altitude, mais sans encore une fois avoir des choses techniques. Donc, on ne part pas encore d'un voyage d'alpinisme ou d'un voyage un peu d'une difficulté très, très soutenue. Là, ce voyage, en fait, est vraiment parfait pour les gens qui aiment bien des longues randonnées. Ici, on parle de 9 jours de randonnées consécutives, donc des treks. Dans des campings d'altitude comme autour de 4500 mètres autour d'eux. Donc, déjà, La Paz, voici une image de La Paz. On déjà commence haut, donc il faut aller comme tranquillement. C'est une ville fascinante, justement. C'est étonnant comment on arrive en altitude si haute, puis les gens sont habitués, nous on est un peu moins, donc on commence à ralentir un peu le pas. C'est vraiment, tout te promène dans la ville, puis on regarde déjà des très belles paysages, des montagnes enneigées. C'est vraiment magnifique. Dans ces voyages, justement, pour avoir une bonne acclimatation, on va visiter les lacs Titicaca. Donc, on va passer une nuit dans l'île des Soleils. On va aller dans les presqu'îles de Jumpapata, qui c'est juste avant l'île des Soleils, avant de traverser les lacs. Donc, on a vraiment des petites journées, des randonnées faciles, mais justement pour commencer à habituer le corps à l'altitude. Donc, là, on a des belles approches dans la culture du nord de la Bolivie, que c'est la même culture du sud du Pérou. Donc, ici, on a les Aymara qui ont une tradition assez particulière. Puis, c'est vraiment fascinant de passer un peu de temps avec eux. Puis, on a vraiment l'approche un peu de les histoires, les légendes de cette partie de la Bolivie. On dort dans un hôtel super charmant. On a vraiment une approche avec un super écologe bien charmante dans cette île. Donc, on a vraiment un bon début tranquille des voyages avant de commencer la randonnée d'altitude. Donc, c'est un parc, c'est une réserve. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup d'hectares réservés pour protéger, entre autres, les vigognes. Les vigognes,
C'est une espèce, un peu la même famille des lamas, d'alpagas, mais c'est les plus sauvages de tous. Puis ils sont en voie d'extinction. Puis justement, toute cette partie, c'est pour préserver, entre autres, la nature, mais surtout cet animal qui habite dans cette partie. Donc, il n'y a pas, et souvent, je l'ai fait 2 fois, puis j'ai croisé personne, mais personne, il n'y a pas d'autres touristes qui font, c'est rare de rencontrer d'autres groupes de personnes. L'endroit, c'est pour nous, il y a vraiment, il n'y a pas de sentier, on est vraiment plus des fois, il y a des petits, des mini sentiers, mais très souvent, on est avec des paysages à vraiment couper le souffle. Puis avec beaucoup, là, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de ces voyages, c'est qu'on voyait des loin, tu sais, comme tu étais dans une colle, tu marchais, puis tu retournais ton visage, puis tu pouvais voir loin. Donc, c'est très beau. Beaucoup de lacs d'altitude avec des lacs turquoises. Vraiment beaucoup des beaux paysages. On va traverser un glacier aussi. C'est pas technique, on va juste devoir mettre des petites spikes pour les traverser. C'est même pas une demi-journée qu'on fait ça. Sinon, le reste, c'est en camping, beaucoup de camping. Puis, qui dit camping d'altitude dit froid. Donc, c'est sûr que il faut être prêt pour des nuitées qui vont peut-être chuter de zéro, qu'on va se réveiller avec un petit couche-vent des neiges. Mais on est quand même super bien. On apporte une tente repas, on a des bonnes tentes. On a changé de modèle, c'est plus cette modèle. On a vraiment des belles tentes d'expédition, d'hiver, avec un beau sac de couchage que vous pouvez même louer avec nous. Vous allez vraiment profiter. On a l'avantage aussi qu'il y a un véhicule qui transporte notre bagage. Nous, on ne voit jamais le véhicule parce que par où on marche, le véhicule ne peut pas passer, mais lui, il fait un grand détour pour pouvoir se rendre où on va monter les campements. Donc, quand on arrive, les campements, ça commence à être monté, on est juste comme à finir de mettre les piquets ou autre. On a une équipe de cuisine, on mange vraiment bien aussi en Bolivie. Donc, côté effort, c'est peut-être des longues journées de marche avec un peu de dénivelé, surtout en Palan à cause de l'altitude. On passe souvent des cols de presque 5000 mètres. Donc, de 9 jours, on passe au moins 7 jours d'école de plus de 5000 mètres. On voit déjà qu'on est plus haut, les paysages ont complètement changé. Donc, un peu moins variété, on n'est pas dans le Páramo, puis basse altitude, moyenne altitude. Ici, on est pas mal tout le temps dans les plaines de haute altitude avec différents écosystèmes, mais avec la grande avantage, des fois, il y a des petits hameaux avec souvent des femmes, des enfants qui justement se promènent dans les montagnes avec ces lamas. Pour les faire manger. Donc, de temps en temps, on va trouver, mais la plupart du temps, on est vraiment seul dans cette magnifique réserve de la Polobamba, la cordillère de la Polobamba. Donc, un très beau, une belle découverte de la partie nord de la Bolivie, une partie beaucoup moins connue, moins parcourue surtout. Donc, pour ceux qui aiment des endroits où on ne croise personne et des longues flecs en altitude, ça peut être un très beau voyage. Donc, j'enchaîne un peu un voyage un peu plus découverte avec c'est sûr que la Bolivie est connue pour les salaires d'Uyuni. Donc, on a un voyage qui vous permet justement de découvrir un peu les attraits touristiques de la Bolivie, toujours en pensant les faire d'une façon différente, d'une façon dans laquelle vous pouvez profiter justement de notre expertise, de l'expertise de notre équipe locale. On est vraiment fiers de notre équipe locale. On a vraiment une très belle complicité avec eux. C'est vraiment des gens des montagnes, des gens qui aiment bien aussi prendre des défis et d'aller toujours faire des repérages pour passer dans notre partie de la montagne parce que là, apparemment, c'est plus beau. Donc, c'est vraiment des belles complicités qu'on a avec l'équipe locale. Là, c'est toujours un guide local plus un guide caravanier qui vous accompagne pendant les 2 voyages en Bolivie. Donc là, c'est les salaires d'Uyuni. On commence aussi par la base. Là, on n'a pas le choix, il faut prendre la route. Donc, dans ces voyages, il faut être patient, il faut avoir aussi
ici, on peut connaître un peu plus les sud, puis aller dans des endroits un peu plus isolés, puis les faire d'une façon différente. Malheureusement, il faut aussi tenir en compte qu'on va devoir passer peut-être quelques heures dans le transport pour se rendre là. On arrive au salaire de Joni et on va évidemment visiter les salaires. Il y a un volcan très proche du salaire qui s'appelle Tunupa. Donc, nous, évidemment, on va essayer d'aller dans la crête pour aller pouvoir aller avoir un très bel point de vue, un point de vue différent du salaire. Il y a des îles, les salaires, il y a des îles aussi intéressantes à visiter. Donc, on va faire, on va s'éloigner des attraits très touristiques pour aller voir les salaires, mais un peu à la façon caravanier. Après, on avait décidé justement de vous amener dans les plateaux, qu'est-ce qu'on appelle les plateaux, on dit l'antiplano bolivienne. Donc, on va faire une petite randonnée, trois jours de trek dans des petits canyons très intéressants. C'est les anciennes routes de sel. Donc, encore une fois, c'est loin de ce que la plupart des gens vous proposent pour éviter justement être dans la foule, puis vous faire découvrir des autres écosystèmes, des autres régions. Là, c'est vraiment le Far West bolivienne qu'on vous propose avec une belle découverte de 3 jours en camping. Là, cette fois-ci, on n'a pas d'infrastructure, mais tout le reste, on essaie toujours de trouver des petits hébergements, des fois très rustiques aussi en Bolivie, pour pouvoir continuer à apprécier de l'extrême sud du pays, par exemple, où on va faire des approches et des randonnées des autres canyons. Puis on va pouvoir monter justement à notre petit volcan qui s'appelle Tupisa. Donc ici, encore une fois, il y a beaucoup de concentrations de volcans pas actives. Puis oui, il y a plusieurs qui nous permettent vraiment de même faire des ascensions assez faciles ou des approches assez faciles. L'acclimatation est déjà là. On a fait beaucoup d'acclimatation. Plus on va au sud, on diminue l'altitude. Donc, on est plus en forme, notre oxygène est à fond. Et c'est sûr que là aussi, il y a des petits lacs avec des minéraux, donc des lacs qui vont changer un peu de sa couleur. On voit souvent des bleus, des roses. Donc, vraiment belle découverte du pays d'une façon peut-être plus accessible pour les niveaux des difficultés, pour moi, des nuitées en camping, etc. Vous avez noté que j'ai passé de l'Équateur en Bolivie, puis j'ai oublié de passer par le Pérou. Bon, non, je ne l'ai pas oublié. En fait, on s'est dit, le Pérou, c'est une destination qui en a plusieurs voyages. Donc, j'ai fait une conférence il y a une semaine. Donc, si jamais ces voyages vous intéressent, notre voyage au Pérou, on a plusieurs formules, des formules plus randonnée autour des Cusco, la vallée sacrée, etc. On a d'autres, un voyage qu'on ne va pas du tout dans ce secteur, on va plus au nord. Donc, si jamais il y a un voyage au Pérou qui vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter demain, puis je vais vous envoyer la conférence qui était dédiée juste au Pérou. Je fais un petit peu juste pour voir s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas pour l'instant, Mariana. Ah, super. Je fais le guet, je surveille. D'accord. Donc, je prends un petit pause, puis j'aimerais beaucoup que Marie-Josée nous parle d'un voyage qu'elle me parle depuis que je suis arrivée chez Caravani, puis que j'aimerais beaucoup que c'est surtout elle qui guide souvent ces voyages. Puis là, il y a un départ en octobre qui est en train de se confirmer. Donc, si jamais ce voyage vous intéresse, vous pouvez toujours nous appeler. Pour en discuter ou vous inscrire. Donc, Marie, je te laisse parler de notre petit voyage Cochamo et Torres del Paine. Yep. Fait que je prends le relais. On descend là, de plus en plus vers le sud, là, dans la cordillère des Andes, après les destinations que Mariana vous a parlé. La Patagonie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région qui est à cheval entre le Chili et l'Argentine. Puis la frontière entre ces deux pays-là, pour la tracer, en fait, là, ils sont allés relier les sommets les plus hauts de la cordillère dans cette région-là. Puis on fait passer la frontière entre le Chili et l'Argentine exactement là, par les sommets les plus hauts de la cordillère. Fait que la Patagonie, c'est pas un pays en soi, c'est vraiment une région qui est à cheval entre l'Argentine et le Chili, donc sur la cordillère avec des parties un peu plus planes là, ou de fjords puis de bords de mer pour ce qui est du Chili. Puis on connaît cette région-là, en fait, qui n'est pas un pays, mais parce que
je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai été là quand 8 saisons complètes. Là, je travaillais comme guide local là-bas avant même de travailler pour Caravanier. Puis c'est vraiment, il y a comme une identité commune, qu'on soit argentin ou chilien, quand on est dans le sud, les gens, ils s'identifient vraiment à la Patagonie. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est une région avec comme des étendues vraiment immenses, très sauvages. Il n'y a pas beaucoup de villes. Les distances sont très grandes entre les villes. C'est des grandes fermes là, de moutons, entre autres d'agneaux. Il y avait beaucoup d'exploitation pour la laine autrefois, maintenant un petit peu moins. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un pays en soi, mais qu'on en parle comme si c'était un pays chez Caravanier parce qu'il y a vraiment une identité qui est très, très propre là, à cette région-là. Le voyage qu'on propose, en fait, on en a deux. Mariana glissera peut-être un petit mot après là, sur le voyage qu'on offre en liberté, donc qui n'est pas guidé. Puis là, celui-là, la vallée de Cochamo puis le parc Torres del Paine, c'est vraiment notre voyage qui est guidé là-bas. C'est une région, surtout le parc Torres del Paine, certaines destinations dont Mariana vous parlera, là, Chaltén, Calafate pour le voyage liberté, qui se sont super bien organisées puis développées au niveau touristique les 20-25 dernières années. Puis au départ, on allait dans ces secteurs-là de façon guidée. Puis là, de fil en aiguille, on a comme délaissé un petit peu certains treks qu'on a déjà offerts là-bas pour se concentrer à offrir des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même, en fait, en n'étant pas guidé. Puis là, au fil des années, on a fini par offrir ce voyage-ci. On offre souvent des choses différentes là, chez Caravanier d'une année à l'autre, mais là, celui-là, ça fait quand même quelques années qu'on le propose. Avec la pandémie, on ne l'a pas fait. Puis là, on a remis une date là, pour l'automne. Donc, c'est un voyage qui combine le nord et le sud de la Patagonie. C'est à savoir que c'est une région là, qui fait comme 1500 à peu près là, kilomètres, qui s'étale sur 1500 kilomètres nord-sud, où il y a très peu de routes. Fait que c'est vraiment un immense, immense territoire. Donc, on commence par un trek dans la vallée de Cochamo, qui est la photo là, que vous voyez à l'écran. C'est vraiment des paysages là, qui rappellent beaucoup, beaucoup la vallée de Yosemite en Californie. Il y a beaucoup de grimpeurs qui vont là durant l'été, des jeunes Chiliens qui vont faire de l'escalade. Nous, on y va habituellement là, au printemps, en mars. Donc, une fois que l'école a repris, que les cours ont recommencé, les vacances là-bas sont terminées. Puis, on y va en octobre, comme avant les vacances estivales, dans le fond. Fait que c'est comme en fin de printemps, là, tout début d'été, si on veut. Fait que c'est vraiment pour éviter l'achalandage qu'il y aurait en haute saison, mais on parle plus de jeunes là, vraiment qui s'en vont dans cette vallée-là qui est un peu perdue là, dans le nord de la Patagonie. Il y a des forêts absolument magnifiques de cyprès là, qui sont énormes. C'est vraiment très, très beau. Les parois que vous voyez, là, il y a des parois qui font plus de 1000 mètres de verticale. Puis pour s'y rendre, en fait, là, vous allez atterrir à Santiago, puis après ça, prendre un vol pour Puerto Montt, qui est une petite ville traditionnellement plus de pêche. Vous allez voir des beaux volcans à Puerto Varas. Puis là, de Puerto Varas, on rentre dans vraiment une petite route qui longe les fjords pour approcher l'entrée de la vallée de Cochamo. Il y a une belle rivière à saumon. Puis là, on remonte la vallée à pied, en fait, pour aller se poser un camp là, pour 3 nuits dans la vallée comme telle. Puis après ça, on va faire des randos à la journée. C'est un voyage sur lequel il faut quand même être capable de transporter un sac à dos un petit peu plus lourd parce que pour entrer dans la vallée de Cochamo, c'est comme un 4 heures, 5 heures de marche. Vous allez avoir à transporter vos affaires personnelles. Fait qu'il va y avoir des chevaux pour transporter la nourriture, le matériel de campement. Le camp qu'on pose, on le fait fixe pour les 3 nuits. Donc, les journées suivantes, elles vont se faire en boucle ou en aller-retour là, dans la vallée pour aller voir des points de vue différents avec juste les affaires de jour. Puis, après ces 3 journées-là, on redescend là, vers où on a laissé les véhicules. Les chevaux redescendent avec nous là, pour ramener tout ce qui est matériel commun. Fait que ça, c'est comme un endroit qui est assez peu guidé, je vous dirais. Pour moi, c'est comme une super belle découverte. Ça vous fait voir aussi la Patagonie vraiment plus, je dirais, typique, là, avec les hommes à cheval, les wassos qu'appellent, qui vont ramener le bétail en fin de journée. Le fond de la vallée de Cochamo, ça a servi vraiment comme pour le bétail, justement, puis il y en a encore actuellement. Là, il y a des terres privées dans ces vallées-là, c'est pas un parc national. Fait que ça vous fait voir un peu la vie rurale assez typique de cette région-là du Chili,
avant qu'on se dirige vers le parc national Torres del Paine en reprenant un avion, donc un vol intérieur, pour aller vraiment plus au sud. Là, on se retrouve à être là, comme au 53e, 54e degré de latitude sud. Puis aller faire le tour complet là, du massif du Paine qui est collé sur la cordillère des Andes, qui est comme une formation géologique particulière là, qui est tout près de la cordillère des Andes. Qui mélange un peu les grandes parois de granit que vous voyez là. Ça, c'est les fameuses torres là, qu'on voit à l'écran, avec des grands glaciers. La particularité de cette région-là, c'est qu'on a des glaciers énormes, là, des grandes landes glaciaires, et non pas des petits glaciers alpins, mais vraiment des grands glaciers de 15-20 km de long qui vont descendre jusqu'au niveau de la mer, puis qui sont entourés de forêts. Fait que ça donne vraiment une autre ambiance complètement. Là, on marche en forêt. Puis là, des fois, on sort, puis on est comme au front d'un glacier. Je pense au glacier Gré, entre autres, là, qu'on va approcher sur le trek. Fait que dans la vallée de Cochamo, on a comme un 4-5 jours de rando, dont 2 là, avec un sac un petit peu plus lourd, les autres avec le sac de jour seulement. Puis c'est un peu de mise en jambe aussi avant d'arriver dans le Torres del Paine, où là, on va faire le trek de 8 jours qui fait le tour du massif. Puis encore là, vous devez porter comme vos affaires personnelles dans votre sac à dos. Fait qu'on ne parle pas juste d'un sac de jour, mais bien d'avoir comme des vêtements de rechange, tout ça là, comme dans votre sac de couchage, dans votre sac à dos. Normalement, on dort en refuge. Il y a peut-être une nuit encore où on dort sous tente là, à Los Perros, comme du côté nord du massif. Donc, un petit sac de couchage que vous avez à transporter avec vous. Mais la nourriture, là, ça, vous n'avez pas à la transporter, sauf votre lunch pour la journée. Fait que ça reste comme un portage de bagages qui est limité, là, qui est pas, c'est pas en autonomie complète. Mais c'est quand même plus qu'un sac de jour. Là, on parle normalement là, comme d'un 12 kilos, 10, 12 kilos habituellement là, que les gens vont avoir à transporter en tout dans leur sac à dos, incluant, c'est ça, comme je disais, le sac de couchage puis les vêtements de rechange. Niveau paysage, c'est vraiment, vraiment très, très beau. La végétation est très belle. On voit quand même pas mal d'oiseaux intéressants aussi. Il faut être prêt à tout côté météo. C'est une région qui a assez mauvaise réputation pour la météo, mais dans les dernières 10 années, les étés sont de plus en plus secs. Ça peut être très venteux. Puis oui, il y a des averses, mais c'est des averses. C'est rarement des journées de pluie complètes. Donc, la classique, là, c'est dans une même journée, on va avoir toutes les météos. Il va y avoir de la chaleur, du soleil, des averses, du vent, le calme plat, tout ça dans la même journée. Puis là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est du temps plus ensoleillé, très sec là, durant l'été. C'est à savoir que là, on parle de l'Amérique du Sud, là, fait que l'été, à ces latitudes-là, c'est juste l'inverse de nous. Là. Donc, notre hiver, c'est leur été. Là, fait qu'ils sont présentement dans les semaines les plus chaudes de l'été là-bas. Peut-être un petit mot sur les refuges aussi, parce que c'est vraiment... c'est des refuges qui sont très confortables. Il est possible certains soirs, comme je disais, là, à un endroit, entre autres, qu'on dorme sous tente. Puis selon des fois, comme les disponibilités en refuge, ça arrive à l'occasion qu'on va avoir peut-être une autre nuit sous tente, mais vous allez manger à l'intérieur des refuges. C'est des refuges avec service. Il y en a plusieurs qui ont été rénovés, qui ont été refaits dans les 10 dernières années. Il y a des douches chaudes, des vraies toilettes. Donc, c'est vraiment quand même très confortable là, pour des refuges de montagne. Puis quand on parle avec service, là, le soir, il y a certains refuges, les formules peuvent changer un petit peu, mais ils ont du personnel qui va cuisiner des super repas, qui va vous amener ça à la table. C'est des grandes tablées là, avec toutes sortes, on se mélange un peu avec tout le monde là, de différentes nationalités. Fait que c'est vraiment un trek exigeant, il y a beaucoup de dénivelé cumulé. On n'est pas en altitude en Patagonie. Là, le point le plus haut du trek, c'est 1200 mètres d'altitude. Donc, il n'y a pas de symptômes liés à l'altitude comme tel. Il y a des bons dénivelés cumulés, fait que c'est quand même un bon niveau de trek. Avec le sac à dos là, un petit peu plus chargé aussi. C'est plus frais, c'est pas des températures qui sont très chaudes, donc super confortable pour la randonnée. Puis c'est un endroit qui est, je parlais de la vallée de Cochamo, il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, ça arrive des fois qu'on est juste carrément les seuls, là, puis pour les journées qu'on est dans la vallée, on ne croise personne d'autre que des paysans là, qui sont là avec leur bétail. Dans le Paine, il y a du monde. Pour mon expérience à moi qui l'a vu évoluer, là, parce que j'ai commencé à guider là-bas, je pense que c'était en 2003.
Mais ça reste que c'est un parc qui est gigantesque, c'est des sentiers de longue randonnée. Donc, il y a 1 ou 2 journées où on voit plus de monde parce que là, c'est accessible à la journée, ces randonnées-là. Il y a des belles infrastructures, ça a été comme bien développé, mais ça reste charmant, agréable, magique, comme à tous les niveaux. C'est vraiment un trek à faire, là. Moi, pour des bons randonneurs, là, c'est quand même des paysages qui sont assez exceptionnels à voir. Puis le fait qu'on est là 8 jours, bien, on se donne le temps de voir le massif dans toutes sortes de conditions. Les nuages, ils font partie des paysages dans ce parc-là. À cause des conditions assez venteuses, on voit comme toutes sortes de ciels puis de nuages. C'est vraiment un endroit qui est très, 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 très beau. Puis les Chiliens, ils sont vraiment gentils aussi. C'est des gens qui rient beaucoup. Dans les refuges, ça va être beaucoup des jeunes là, qui viennent travailler là pour la saison. Fait que, l'ambiance, elle est très relaxe, très agréable. Surtout le trek, là, c'est vraiment... c'est une région, en fait, qui est très différente des autres voyages dont on vous a parlé ce soir. Là, on tombe dans des paysages plus du nord, quasiment. On est vraiment à la toute fin du continent là, américain, juste avant la Terre de Feu. Mais c'est vraiment une magnifique région là, à découvrir. Fait que là, moi, je vous parlais de la version qu'on offre guidée, parce que comme je le disais, c'est pas le tour complet du Piney, on ne peut pas vraiment le faire. Là. Je pense même pas qu'il l'autorise, pas de guide aux dernières nouvelles, parce qu'il y a un petit peu moins d'infrastructures sur le côté nord. Puis la vallée de Cochamo, là, c'est comme il faut connaître là, pour s'y rendre puis faire les randos là-bas parce que ça n'a pas jamais vraiment été bien développé. Fait que ça, c'est la version guidée. Puis Mariana, est-ce que tu voulais que je te repasse la parole pour le Liberté ou tu voulais que j'en parle? Ah bah, je peux juste, oui, laisser un peu un petit mot. Donc, comme Marie vous disait, la Patagonie, on l'offre vraiment d'octobre à avril pour les voyages guidés. Donc, celui qui nous a parlé, c'est des dates ponctuelles. Pendant que ce voyage Patagonie en liberté, la grande avantage, c'est que vous pouvez choisir des dates. Donc, vous pouvez choisir les dates encore une fois entre octobre et avril. C'est un voyage déjà établi, donc c'est pas un voyage sur mesure. On ne peut pas vous offrir un voyage sur mesure, mais c'est déjà un voyage qui vous permet cette fois-ci visiter la Patagonie chilienne et la Patagonie de l'Argentine. Donc, c'est la grande différence de ces voyages. Donc, vous allez pas faire Cochamo parce que là, il n'y a pas de guide avec vous, mais vous pouvez faire les 5 jours où il y a plus d'infrastructures dans les parcs Torres del Paine, donc la fameuse W. Après, vous allez encore une fois découvrir un peu la vie des gauchos. Les gauchos, c'est les peuples de la Patagonie. Vous allez découvrir des petits villages comme Puerto Natales. Vous allez découvrir Calafate côté Argentine. Vous allez commencer par Santiago, finir par Buenos Aires. Donc, ça vous permet vraiment de voir les 2 grandes villes, un côté chilien, l'autre côté en Argentine, puis après découvrir ces deux côtés aussi du pays au sud de la Patagonie chilienne et argentine. Là, après les Torres del Paine, la W, on va justement aller à Calafate, on va visiter Chaltén. Là, on va passer, on va avoir un camp base, donc on va avoir une auberge pour nous en petit champ pour pouvoir après faire de la randonnée à la journée avec notre conseil qu'on vous offre dans notre roadbook. Donc, plusieurs options, des belles journées de randonnée. Par la suite, justement, finir à Buenos Aires. On visite aussi, évidemment, aussi des certaines entrées touristiques, entre autres Perito Moreno, donc les glaciers qui Marie-Josée nous parlait. On peut les voir aussi, on va les voir à côté au parc Torres del Paine, puis on va les voir à proximité Calafate, à Perito Moreno. Donc, c'est vraiment une belle découverte facile parce que l'infrastructure du pays nous le permet. On va vous organiser toute la logistique du voyage. Vous pouvez choisir les dates. Puis c'est assez simple, il faut juste nous contacter, puis on commence à organiser les dates et les voyages pour vous. Donc, ça, c'est encore de octobre-avril. Donc, voici un petit aperçu rapide de notre offre en Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter peut-être les partages d'écran, comme ça je vous vois.
Il y avait une petite question, Mariana, que j'ai répondu à l'écrit. Là. Je ne sais pas si tout le monde voyait la réponse, mais pour la durée là, des voyages en Patagonie, fait que le guidé, il est de 16 jours, puis le Liberté, il est de 14. À savoir que le Liberté, vous pouvez toujours, si vous allez jeter un coup d'œil sur l'itinéraire qui est en ligne, on peut facilement ajouter des nuits à Buenos Aires ou à Santiago en début ou en fin de voyage. On essaie de ne pas tout chambouler l'itinéraire parce que c'est beaucoup de travail, mais si vous voulez ajouter une nuit dans un endroit où on va déjà sur l'itinéraire, c'est possible de le faire aussi. Fait que ça, de ne pas hésiter à nous le demander là, si vous contactez Mariana pour ça. On va attendre peut-être quelques minutes, voir s'il y a des questions. Merci d'être présente ce soir avec nous. J'espère qu'on vous a donné le goût de prendre l'avion cette année, d'aller découvrir un des pays en Amérique du Sud. Chaque pays a sa propre, sa charme, sa particularité. Donc, j'espère pouvoir avoir... appelez-nous, en fait, juste aussi pour peut-être conclure rapidement, si jamais vous voulez vous inscrire, vous ne pouvez pas nécessairement simplement payer vous inscrire en ligne. Il faut vraiment nous contacter. Vous savez mes coordonnées, les coordonnées à Marie-Josée, par téléphone ou par courriel. Puis après, on pourrait discuter plus de voyages, répondre à votre question. Puis les suites, ça passe beaucoup par courriel. On vous envoie une fiche d'inscription. Une fiche d'inscription à remplir. Après, on vous demande un petit dépôt pour garantir votre place. Mais déjà, il y a beaucoup d'informations aussi directement sur les sites Internet, mais ça nous fait toujours plaisir. C'est plus agréable pour nous de vous parler puis passer un peu de temps avec vous par téléphone. On peut faire un petit rendez-vous ici au boulot encore mieux pour ceux qui sont à Montréal. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Marie-Josée d'être ici ce soir avec moi. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.